le livre de ce jour, c'est bien Intégrité morale et vie publique de J. Patrick Dobell. J'ai partagé un extrait de ce livre sur ma page Facebook et vraiment, le moins que je puisse dire, c'est que je ne m'attendais pas à autant de réactions. Cet extrait apparemment a motivé plein de personnes et en a choqué certains. Je tenais juste à rappeler à tout le monde et à préciser que je n'ai pas écrit le texte qui se trouve sur Facebook. C'est véritablement un extrait de ce livre, Intégrité morale et vie publique, qui se trouve ici sur l'écran, que Dafresh a placé là. Voilà, donc cet extrait est bien présent dans le livre et comme chacun des livres que je présente, voilà, on découvre souvent des parties intéressantes et des points forts dans chacun de ces livres. Alors, ce livre, celui qui est à l'affiche aujourd'hui, Intégrité morale et vie publique, est un vieux livre. Je dis vieux livre parce que de la liste des livres qu'on a présentés jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le 7e. Pas je pense, c'est le 7e. Ce livre a été publié et paru pour la première fois en 1999. Donc, si on est gentil, on va même dire dans les années 2000. On est en 2020, donc normalement, ce livre, il a 20 piges. Et donc, en vérité, ce livre, comme je le disais, qui a été publié en 1999, qui est paru pour la première fois à travers le Johns Hopkins University Press, donc la maison d'édition qui l'a publié pour la première fois, est paru sous le titre Public Integrity. Et vous savez que les livres Nouveaux Horizons sont en réalité des best-sellers américains qui sont traduits ensuite en français, avant bien sûr d'être publiés pour la seconde fois, cette fois-ci par ARS, donc Africa Regional Service, auquel appartient Nouveaux Horizons en 2004. Et c'est pour ça que je disais que c'était un vieux livre. Et le 6e tirage de ce livre, tu dis ? Oui, le 6e tirage de ce livre, c'est bien sûr celui qui est paru en 2017. Donc le livre en lui-même fait 272 pages. Là, on est dans la forme. Pour les habitués de ce programme, vous savez qu'on commence toujours par la forme avant d'arriver au fond. Ce livre fait 272 pages, donc à peu près 300 pages. Et habituellement, j'écris des résumés du livre. Et puis là, cette fois-ci, je me suis dit que je ne devais pas en faire parce que dans l'avant-propos du livre, donc à la page 13, vous avez un passage qui résume parfaitement de quoi parle le livre. Donc ce passage dit ceci: cet ouvrage explore, sous l'angle de la morale, l'action de l'administration publique et des acteurs de la vie publique. Il s'intéresse à l'individu en tant qu'agent politique responsable et plus particulièrement aux individus qui détiennent un pouvoir et assument des responsabilités explicites. Ceux qui sont investis d'une charge publique. Le mot charge évoque l'image des chefs d'État, des gouverneurs, de parlementaires et des ministres, voire de hauts responsables de la police. Donc, voici un passage qui résume exactement de quoi parle ce livre. Si vous voulez que je vous le fasse plus simplement, ce livre aborde la notion d'intégrité, mais de l'intégrité du point de vue l'intégrité de l'agent public, c'est-à-dire la personne qui détient le pouvoir, donc le pouvoir, qui détient une charge publique, donc un agent public, mais pas essentiellement le haut responsable de l'administration. Ça va de chaque personne qui détienne une charge publique. Donc ici, on parle beaucoup d'intégrité. Je sais que quand j'ai partagé cet ouvrage, j'ai une amie qui m'a écrit sur Instagram, cette valeur existe-t-elle encore, Gina? Et vous allez comprendre pourquoi l'auteur s'est concentré sur 272 pages à parler d'intégrité. Rien qu'à la première page du livre, c'est-à-dire à l'avant-propos, il dit ceci: la politique exerce sur la morale une action corrosive. L'idéalisme et l'intégrité se rongent sous l'acide du pouvoir, de l'opposition, de la frustration, de l'inachèvement et de la contrainte. C'est-à-dire qu'ici, quand on est impliqué dans une action politique ou une action publique, qu'on le veuille ou pas, ça aura forcément une action corrosive, vous savez, comme de l'acide sur l'acier, ça aura forcément une action corrosive sur nos valeurs, notamment sur l'intégrité. L'intégrité qui a constitué du coup l'ossature du livre. Et quand on parle d'intégrité dans ce livre, il parle de quoi exactement? Alors, il dit
que l'intégrité ici, pour lui, il parle beaucoup de l'intégrité personnelle des individus. Donc l'intégrité personnelle est un état dans lequel les gens élaborent leur jugement à travers une multitude de grilles tout en conservant une certaine cohérence dans leur état, dans leurs actes et dans leur vie. En conservant une certaine cohérence aussi dans leurs actions. Et en ce sens, l'intégrité personnelle est un idéal normatif vers lequel les êtres doivent tendre. Je vous la fais encore plus simple. En gros, ici, il est en train de vous donner sa définition de l'intégrité, encore que c'est même pas sa définition, c'est la définition de l'intégrité. C'est-à-dire la qualité de quelqu'un ou le comportement de quelqu'un d'intègre, d'honnête, parce que l'intégrité, en fait, il ne s'agit pas uniquement, quand on parle d'intégrité, c'est surtout comment, même dans une action, dans son point ici, c'est pour ça qu'il parle de la capacité que les personnes, l'état que les gens ont apporté des jugements en conservant quand même une certaine cohérence avec leurs actes et leur vie. C'est-à-dire que la manière dont tu réagis au travail doit être cohérente avec tes valeurs en tant qu'individu. C'est pour ça qu'il parle d'intégrité personnelle. Donc, à la page 7, à la page 4, à la page 3, on a vraiment, en fait, ces notions d'intégrité qui reviennent. Je vais essayer d'aller un petit peu vite pour pas déborder dans le temps comme la dernière fois. Et à la page 8, il revient sur les règles. Donc, les règles d'intégrité qui devraient normalement motiver chaque agent de l'administration. Il y en a 7. Et il dit, là, je pense que tous les Gabonais vont assis là-bas vont être assis en train de se dire, ouais, là, il a raison. Il dit que les agents de l'administration en 1, les agents de l'administration doivent agir en conformité avec les principes de base ou les valeurs politiques qui confère à un gouvernement constitutionnel sa légitimité. On attend de toute personne assumant une charge publique qu'elle reconnaisse à chaque citoyen la même dignité, les mêmes droits fondamentaux et l'égalité devant la loi. En 2, il dit qu'ils s'engagent à subordonner leur jugement personnel aux résultats des procédures légales et leurs décisions aux règles en vigueur dans leur domaine d'autorité. En 3, ça c'est toujours pour l'agent public, ils s'engagent à assumer la responsabilité de leurs actes devant les citoyens et les autorités compétentes et à en rendre compte avec rigueur et franchise. En 4, ils s'engagent à agir avec compétence et efficacité dans le respect des contraintes précédemment citées. En 5, ils s'engagent à éviter tout favoritisme et à prendre leurs décisions en toute indépendance et en toute objectivité. En 6, ils s'engagent à disposer des fonds publics avec prudence et dans un souci d'efficacité, sans chercher à servir leurs intérêts ni ceux des tierces personnes. Et le dernier point, les agents publics s'engagent à préserver la fiabilité et la légitimité des institutions dans le cadre desquelles ils exercent leur action. Voici de quoi il s'agit aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de l'action des agents publics et cette action doit être chaque jour, à chaque fois, rythmée par l'intégrité en fait, c'est-à-dire les valeurs personnelles qui vont ensuite les aider à agir de manière cohérente dans leur action public. Ça, c'est pour le cas de l'intégrité. Merci beaucoup, Fallon. Donc, on va suivre la structure du livre. Ça, c'est en chapitre 1. Il a vraiment consacré tout un chapitre pour expliquer sa vision du service public, la vision de l'intégrité dans l'exercice du service public. Et ensuite, en ce qui concerne le chapitre 2, il a parlé de la tentation du pouvoir. Parce que c'est important. C'est important d'intégrer ce que c'est que le pouvoir. Parce que à ce chapitre 2, il y a Ecclésiastique 2, verset 1. Les chrétiens, ils parlent beaucoup de Bible à l'intérieur où il dit « Si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à la tentation. » C'est dans ce livre. C'est-à-dire qu'aucun de nous dans ce monde n'est exempt ou n'est protégé de la tentation. On est tous à un moment donné de notre vie soumis à la tentation. Cependant, ce qui ferait la différence du coup, c'est comment chacun de nous réagit à la tentation et notamment les agents publics dont il s'agit ici dans cet ouvrage.
Et à la page 27, il parle de l'histoire particulière du roi David. Alors c'est très intéressant de parler de cette histoire du roi David, parce que si vous avez lu la Bible et c'est contenu dans ce livre, vous connaissez l'histoire du roi David. Donc je vais vous la faire simple. David, c'était bien sûr l'un des plus grands rois d'Israël. Et puis il a vu Bethsabée. Bethsabée, c'était la femme d'un de ses meilleurs soldats. Il a vu Bethsabée qui était dévêtue et il l'a désirée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé ce soldat vers son meilleur général avec une note. Donc il a envoyé le soldat porter une note. Et ce qui était marqué dans cette note, c'est que ce général devait envoyer ce soldat combattre en première ligne, parce que dans la tête de David, bien sûr, il fallait que ce meure et que bien sûr il puisse jouir de sa femme plus tranquillement. Là je vous fais un résumé parce que ça tient quand même sur plusieurs lignes cette histoire, et c'est ce qui s'est passé. Donc son soldat, le soldat en question est mort, et ici il dit que l'histoire des rois d'Israël, c'est un passage du livre, c'est à la page 28, l'histoire des rois d'Israël résume à elle seule la leçon de toute l'histoire politique des hommes, à savoir que le détenteur d'une fonction officielle est naturellement tenté d'utiliser à ses propres fins le pouvoir qui accompagne cette fonction. L'exercice du pouvoir par le détenteur d'une charge publique tend à inciter ce dernier à modifier ses conceptions, ses croyances, ses appréciations morales et sa façon d'agir dans le sens d'une trahison des obligations de la charge. Cette tentation frappe la moralité publique dans ce qu'elle a de plus essentiel, parce qu'il sape l'honnêteté, ainsi que les valeurs libérales et démocratiques, et altère la prudence des décisions. Donc vous voyez pourquoi il a fait référence à l'histoire de David, parce que David avait totalement trahi la promesse qu'il avait faite au Seigneur quand il avait été roi, où il avait dit, il avait demandé au Seigneur de faire de lui un roi juste et intègre. Et puis bien sûr, après s'être comporté de cette manière, il avait eu cette prière envers le Seigneur: aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis faible. Ô Seigneur, guéris-moi, car mes os sont troublés. C'est la même chose, en fait, il le compare avec le peuple, parce que les agents publics, comme je le disais, détiennent une charge qui est donnée par la population, par le peuple. Et donc souvent en arrivant, ils sont pleins de beaux rêves et de messages, juste avant bien sûr d'être tentés, et pour certains de succomber à la tentation. Et à la page 35, il dit que les responsables peuvent ainsi se retrouver avec un sentiment très exagéré. Donc là, il parle des valeurs, pas des valeurs, des tentations que les responsables publics subissent souvent. Il dit que les responsables peuvent ainsi se retrouver avec un sentiment très exagéré de leurs valeurs et de leurs compétences, parce que le succès accentue naturellement chez eux cette inflation du moi, leur donnant un sentiment de supériorité, y compris à l'égard de leurs partisans les plus proches. Il peut aussi nourrir un sentiment distinct, mais voisin, qui consiste à dénigrer la compétence de ceux qui s'opposent à leur action. La répétition de propos flatteurs et des succès rencontrés peuvent se conjuguer pour former un élixir capable de griser tout détenteur d'une charge publique, poussant ce dernier à négliger ou à déformer les conseils qu'on lui donne, et à saper à la base toute opposition. Donc ça, c'est pour les tentations. Il continue il donne vraiment une longue liste de tentations. Donc là, je vous parle du succès, et puis bien sûr des courbettes que certains collaborateurs font, qui exacerbent le moi. Et puis à la page 37, il dit aussi que la tentation la plus importante et la plus insidieuse découlant de l'exercice du pouvoir est le gonflement de l'estime de soi. Vous savez, quand on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'État. Et d'ailleurs, ici, il prend l'exemple d'un président américain qui, une fois, il descendait pour aller prendre un hélicoptère, et un soldat lui avait dit: Monsieur le Président, votre hélicoptère est prêt. Et il a répliqué à ce soldat: ils sont tous à moi, mon garçon. À ce moment précis, on a vraiment un gonflement de l'estime de soi, où on confond en fait les propriétés de l'État, du peuple, à ses propres biens. Donc ça, c'est en page 37. Et puis à la page 39, il dit que, bien sûr, le pouvoir comporte des avantages alléchants qui peuvent conduire à utiliser la fonction qu'on occupe
pour son propre profit. On peut en effet se servir de son poste pour faire fortune ou avantager sa famille, ses amis, ses partisans, comportement qui devient lui-même une source supplémentaire de pouvoir et de satisfaction. Détenir une charge publique apparaît alors comme un moyen d'atteindre des fins matérielles, de devenir riche, et nul besoin d'acquérir beaucoup. De petits cadeaux et des menus faveurs peuvent suffire à la longue à changer l'horizon. Donc il a consacré tout un paragraphe pour vous parler, toute une partie pour vous parler de ce qui constitue les tentations auxquelles sont soumis souvent les responsables ou alors les agents publics, qui peuvent conduire à un effritement de l'intégrité morale. Et à la page 40, il dit que traiter les autres de haut est source de sécurité, de liberté, d'aise matérielle, mais c'est aussi un bien en soi. Parce qu'un bien qui peut écraser tous les autres biens, y compris ce que désigne la raison ou la conscience. C'est un plaisir étrange que de voir les gens aller et venir selon votre caprice, de régner sur leur esprit et leur volonté, de les priver de tout pouvoir et pour ainsi dire de les réduire à néant. Il y a une satisfaction dans l'âme, dans le fait de dominer d'autres humains. Il n'y a pas de plaisir qui soit vraiment semblable à celui-là, et en son nom les hommes ont contesté toutes les formes du bien et accomplit toutes les formes inimaginables ou imaginables du mal. Et il est bon d'avoir ces données à l'esprit et de les prendre très au sérieux. Donc une fois que vous savez que ces tentations existent, vous pouvez les prendre au sérieux et vous pouvez vous rappeler vous-même à l'ordre lorsque vous êtes un agent public. Parce que quand vous commencez déjà à trop gonfler, comme on dit au quartier, vous devez normalement vous dire que là c'est bad. Et il dit ici que c'est humain. Tous les êtres humains ont ça. Moi, je l'ai. Dafresh l'a, Fallon l'a. Vous qui m'écoutez, vous l'avez. On l'a tous. Ce sentiment qui déborde souvent, c'est justement le côté sombre en nous. Mais quand on est un agent public, on doit lutter contre ce sentiment et tout faire pour exercer son travail de manière correcte. Et c'est pour ça que je vous lisais là, ce que je peux appeler la charte de l'agent public qu'il y avait au début du livre. Donc, je vais un peu écouter les autres parties suivantes. On va arriver directement à l'usure morale. Donc, il a consacré aussi plusieurs parties du livre pour parler de l'action de l'art. Ça, c'est très important dans la manière de façonner les esprits. Je rappelle à tout le monde que c'est un livre qui a été écrit par un Américain. Donc, comment véhiculer toutes ces valeurs-là? Et il vous parle du rôle de l'art. Et ça, c'est au chapitre 3 quand il parle des réalités morales de la vie publique, parce qu'on utilise les films, on utilise des livres. Et d'ailleurs, dans tout ce chapitre 3, il fait des comparaisons à travers des lectures et à travers des films pour vous montrer à quel point on a mis en avant en fait des valeurs telles que l'intégrité, l'honnêteté, le courage et ainsi de suite dans certains ouvrages, dans certaines productions artistiques, pour bien sûr l'intégrer dans le cerveau de chaque personne en fait, pour que ce ne soit plus juste quelque chose qu'on essaie de se défendre d'avoir, mais que ce soit véritablement une manière de vivre. Ensuite, on arrive au chapitre 4 où il parle de l'usure morale. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est un agent public et que, comme je le disais, au final, on est un être humain et qu'on est face à toutes ces agressions, morales au quotidien. Vous savez, toutes ces tentations pour que vous puissiez céder par exemple à la corruption ou à ce type d'action, il va arriver ce qu'on appelle l'usure morale. Et il dit à la page 83, les gardiens de l'État, explique-t-il, doivent être formés comme on formerait des super chiens de garde. L'usure morale qui affecte l'intégrité des individus dans le cadre d'activité a vu son existence très clairement démontrée au cours des dernières décennies, aussi bien par les œuvres de fiction que par la réalité des faits. Et c'est de ça dont je vous parlais quand je vous disais qu'il s'est beaucoup appuyé sur les productions artistiques, sur plusieurs paragraphes pour vous présenter combien de fois cette notion ou cette valeur est vraiment très importante. À la page 85, il dit que dans le cadre d'une vie institutionnelle où les responsables commettent des actes normalement prohibés et sont libres de leurs décisions, la qualité des personnes du point de vue du caractère comme de la force, de l'engagement
revêt une importance beaucoup plus grande. On ne saurait diriger et gérer ce genre d'institution sans mettre fortement l'action au-delà des compétences techniques sur la nécessité pour les agents d'être intérieurement armés d'une puissante culture éthique. Vous savez, l'éthique, c'est de tout ça dont il s'agit aujourd'hui en fait. C'est qu'on peut avoir toutes les compétences techniques qu'il faut. On peut avoir tous les diplômes que vous voulez. Mais si intérieurement, si sur un point de vue éthique, si sur un point de vue de valeur, on n'a rien, on n'arrivera à rien. Et on n'arrivera pas à bâtir un système solide. Au chapitre 5, on avance dans le cas où vous avez un agent public, bien sûr, qui face à toutes ces tentations, commence à vivre l'usure morale. Qu'est-ce qui se passe? Deux choix. Quand l'intégrité morale commence à s'effriter, qu'est-ce qui se passe? Il peut décider, bien sûr, de rester à son poste. Malgré toutes les tentations, malgré toutes les oppositions, malgré tous les problèmes qu'il rencontre, il peut décider de rester à son poste. Et ce choix-là, rester à son poste, c'est bien sûr le choix qui constitue le chapitre 5. Et pourquoi rester? Parce que bien sûr, quand vous subissez tout ça, vous pouvez décider de partir et tout. Il commence par le premier cas. Supposons que vous soyez quelqu'un de vraiment intègre et tout et vous décidez de rester. Pourquoi rester? À la page 113, il dit « Je peux plus être utile en restant qu'en partant. » Voici la justification classique des responsables en proie à une crise de conscience. C'est-à-dire que quand un responsable commence à être dépassé par les événements qui se passent dans son service, il se dit « Bon, franchement, moi, je peux partir de toute façon, que je sois là ou pas. Voilà, je vois pas trop la différence. » Et il continue à la page 118 où il dit que pour changer quelque chose, aux conséquences morales d'une politique dans un contexte où décideurs et supérieurs sont voués aux mauvaises actions, il faut avoir, par rapport à soi-même, de solides présupposés éthiques. Donc, un responsable public qui livre un combat interne contre telle politique ou tel méfait doit avoir la conviction, écoutez bien, la conviction qu'il porte en lui suffisamment d'options et d'aptitude morale et suffisamment d'intégrité pour tenir le coup et défendre ses idées. Parce que c'est de ça dont il s'agit ici. On est en guerre contre les personnes qui n'ont pas de valeur du tout et contre les personnes qui, elles, sont encore accrochées aux valeurs humaines, aux valeurs qui créent l'unité dans le monde et aux valeurs qui font en sorte que les entreprises et les administrations fonctionnent bien. Donc, une fois que vous êtes dans une administration et que vous décidez de vous attaquer aux autres, sachez que vous allez en guerre. Mais avant d'accepter de partir en guerre, il faut d'abord vous demander si vous-même, vous détenez en vous, à l'intérieur, vous savez, suffisamment en fait d'aptitude morale, parce que les tentations que l'on a vues au début, il y en aura plusieurs. Et à la page 128, il continue en disant que qu'on choisisse de limiter bien sûr sa conversation, les conversations privées, ou qu'on préfère se battre au sein du gouvernement, il faut dans les deux cas prendre deux mesures de protection si l'on veut continuer d'avoir accès au cercle du pouvoir. Donc ces mesures exigent presque inévitablement qu'on se montre davantage complice de la politique, des méfaits qu'on dénonce, et cette complicité est encore plus grande pour certains responsables. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Je vous ai pris vraiment quelques parties parce qu'il y a plein de situations en fait qu'il énonce. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de rester, il faut intégrer que vous allez du coup être en combat vis-à-vis de ceux qui ne sont pas clean, si on peut le dire comme ça. Et donc, quand vous décidez de vous lancer dans un combat avec ceux qui ne sont pas clean, vous devez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous devez intégrer qu'à un moment donné, ils vont vous exclure des cercles de pouvoir. Parce que c'est dans les cercles de pouvoir, en fait, qu'on arrive à changer les choses. Et c'est à vous de décider de comment vous allez manager pour continuer à avoir une influence. Vous savez, votre influence clean. Et il y a une partie qui est très importante à la page 123. Je voulais terminer sur ce chapitre par cette citation, par cette phrase où il dit « On œuvre rarement dans le sens du bien lorsqu'on se tait en présence d'une mauvaise action. Mais à la longue, exprimer ouvertement ces désaccords moraux peut vous isoler du pouvoir et saper votre influence. » Ça m'a fait penser à une phrase qu'un de mes grands frères qui s'appelle Karl Ngeba avait dit. Il avait dit qu'à chaque fois que
on laisse passer une injustice, on ne fait pas avancer l'état de droit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est ce que l'auteur est en train de dire ici, à chaque fois que on voit quelque chose, une mauvaise action se passer, et qu'on ne la dénonce pas et qu'on ne se bat pas contre ça, on est tout aussi complice, et franchement, on n'œuvre pas du tout dans le sens du bien. On va avancer très rapidement et on finit bien sûr où il parle de l'intégrité, de l'éthique de la démission. Parce que dans le cas où on décide bien sûr de ne pas rester et de partir arrive donc à la question de la démission. À la page 133, il dit ceci. Partir ou rester, ce choix marque un tournant décisif dans la vie d'un agent public. La plupart des décisions prises lorsqu'on est en fonction résultent d'un mélange d'habitude, d'expérience et de sagacité professionnelle. La décision de rester, nous l'avons vu, s'accompagne de sérieux problèmes moraux. Mais on a très peu écrit sur le phénomène de la démission, malgré l'importance morale qu'il revêt au sein d'une institution donnée. Donc, aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'est plus content ou n'est plus satisfait de ce qui se passe, il sait qu'il ne fait plus partie des cercles de pouvoir, donc il ne peut plus influencer, il ne peut pas changer, reste encore la démission, mais pas la démission de je pars parce que j'abandonne, parce que je suis faible, mais la démission comme étant un acte qui peut avoir des répercussions importantes, un acte symbolique, où ici il dit à la page 134, l'acte de démissionner entraîne des répercussions profondes dans la vie des personnes concernées. Tout d'abord, cet acte concourt à l'intégrité, laquelle, et c'est important, permet aux individus de rester maîtres de leur vie et à la société de désigner les responsables à partir de l'idée que les acteurs publics sont effectivement capables d'agir avec cohérence et discipline sur la base des engagements auxquels ils ont souscrit. L'intégrité implique la capacité de regarder d'un œil réfléchi les rôles qu'on joue et les actions qu'on mène et de mesurer leur degré de cohérence. Donc lorsqu'on sait ou lorsqu'on sent qu'on n'est plus d'accord du tout, il nous reste encore le choix de la démission. En second lieu, démissionner, c'est à la page 135, permet à la responsabilité morale d'exister. Pourquoi la responsabilité? Et je vais vraiment aller très vite sur le reste du livre parce que du coup, vous allez le découvrir. Je vais survoler rapidement. Parce que ici, l'auteur essaie de vous montrer qu'à chaque fois qu'il y a une action de corruption ou une mauvaise gestion dans l'administration, les agents publics ont tendance à se cacher derrière leurs responsabilités. C'est-à-dire que j'ai appliqué les instructions. Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, mais il dit non. Quand on est un agent public, certes, on applique des instructions, mais on a aussi sa responsabilité personnelle. On est un individu, on est un être humain. On a la capacité de dire non, je n'applique pas cette action parce qu'elle n'est pas bonne. Ou oui, je fais ça. Mais dans le cas où on décide de dire oui ou de dire non, on est responsable de ce choix. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a plein de personnes qui se cachent toujours derrière le « oui, mais tel m'avait donné telle instruction » et ainsi de suite. C'est écrit dans le livre, hein. Toute cohérence avec des faits, c'est écrit dans le livre. Donc c'est de ça dont il s'agit ici. Et après, bien sûr, il parle au chapitre 7 de la turpitude et de l'honneur. Je vais vraiment survoler le reste du livre, je suis désolée parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais ces parties-là, il parle de l'honneur. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que parfois, certaines personnes agissent de la mauvaise manière qui soit parce qu'en fait, elles sont liées à leurs responsables, même quand leurs responsables commettent des actions qui ne sont pas bonne du tout. Et c'est pour ça que le paragraphe que j'ai partagé sur Facebook, vous rappelez ça en fait, c'est qu'en réalité, même si on est fidèle à quelqu'un ou même si c'est notre ami ou notre famille, on ne doit pas faire des passes, il ne doit pas avoir de passe droit dans la gestion de la chose publique. J'emprunte cette expression à mon grand frère Mosley. Et puis bien sûr au chapitre 8, il parle d'unifier le respect dans la différence. Alors ça, c'est vraiment très important, les différences, parce que dans l'administration, on sait toujours à chaque fois, à quel point c'est difficile de pouvoir s'intégrer lorsqu'on est différent. Ça peut aller sur plein de points, hein. Ça peut aller sur le point de l'ethnie, et c'est souvent des questions qui reviennent. Ça peut être sur le point du fait de faire partie d'un groupe qui est différent de celui auquel tout le monde fait partie. Ça peut être une église, ça peut être un cercle, enfin ce genre de choses.
Et ici, il vous dit tout le bien fondé et surtout tous les avantages qu'on pourrait retirer de la différence. Parce que la différence peut permettre d'unifier, peut permettre de réunir. J'ai souligné plein de passages, mais malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Et je vais terminer par la vie privée des hommes politiques et l'importance de cette vie privée. Parce que ici, c'est un phénomène mondial. Il dit que partout, les personnages publics, en fait, sont attaqués sur leur vie privée. Et s'il y a une chose, c'est toujours une question à laquelle on se pose. Pourquoi les gens vont s'attaquer à la vie privée des personnalités publiques? Et il remonte très loin dans l'histoire. Parce qu'il dit qu'il y a eu une sorte d'entente tacite entre les personnalités publiques et les médias, où bien sûr, les médias, en fait, ont toujours protégé d'une certaine manière les personnalités publiques. Du coup, ou les personnages publics, les responsables. Du coup, qu'est-ce que la population ou le peuple s'est dit? Si le peuple a envie de réagir, si le peuple a envie de montrer son désaccord, le seul moyen dont il dispose, c'est de s'attaquer à la vie privée des responsables. Mais lui, il est ferme, il est contre cette manière de faire. Et pourquoi est-ce qu'il parle de la vie privée ici? Parce qu'il dit que juger les gens, juger l'action des gens, c'est bien. Juger l'action d'un agent public, c'est bien. Mais on ne peut pas juger l'action d'un agent public sur sa vie privée. Aussi, lorsqu'on est un citoyen comme vous et moi, on doit on doit tenir compte de certains points avant de se précipiter en fait dans le jugement que l'on ferait, auquel cas on biaiserait notre jugement. Et il donne des recommandations pour bien juger l'agent public. La première recommandation, c'est par exemple se concentrer sur la performance publique du responsable et pas sur sa vie privée. Et ça, c'est en page 226 et il y en a 8 des recommandations. Donc, voici en gros, et on termine avec bien sûr le chapitre 10 où il parle de la prudence en politique. Malheureusement, on va pas s'étaler sur tout ça. Il y avait tellement de passages intéressant dans ce livre que j'étais obligée de vous en présenter certains, mais le moins que je puisse dire, c'est que c'est vraiment un livre très très passionnant. C'est un livre que chaque agent public devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie, je pense, parce qu'à l'heure où partout en Afrique et d'ailleurs partout dans le monde, on se bat contre la corruption, on se bat pour avoir des services publics un petit peu plus performants, des services publics respectueux de l'usager, des services publics respectueux du citoyen et ainsi de suite. C'est des livres qui ramènent du coup qui remettent dans leur contexte l'importance des valeurs pour les êtres humains. Les valeurs, c'est vraiment quelque chose de très important. L'intégrité, on ne peut pas l'acheter. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin et dire que je veux 1 kilo d'intégrité. Vous ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez... On peut faire en sorte que vous puissiez l'intégrer en fait dans votre manière de fonctionner. Il faut l'enseigner. Il faut faire en sorte que ce soit quelque chose que les gens que les gens se battent pour démontrer. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de domination du vice et une sorte de domination du mal au mépris des valeurs, ce qui justifierait peut-être qu'on se retrouve dans les conditions dans lesquelles on se retrouve. Et je répète bien, je tiens à le préciser, que ce qui est valable pour le Gabon est valable pour plein de pays en Afrique et dans le monde. Et l'auteur de ce livre est américain, il s'appelle J. Patrick Dobell. Et ça n'a pas du tout été écrit par un Français, par un Gabonais, par un Sénégalais ou quoi que ce soit. Ça a été écrit par un Américain. Et d'ailleurs, tous les exemples que vous retrouverez dans cet ouvrage sont des exemples tirés de l'action de certains présidents ou de hauts responsables américains. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de l'affaire Watergate à l'intérieur. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à propos de ce livre Intégrité morale et vie publique. C'est vraiment un livre que j'ai adoré lire. Il m'a appris énormément de choses et il m'a aussi permis de me questionner personnellement sur les valeurs qui me motivaient et qui rythmaient ma vie et aussi mes actions au quotidien. Et donc c'est un livre que j'invite tout le monde à lire, et surtout si vous avez un ami, un parent, un frère, peu importe, qui est dans l'administration, je vous conseille fortement de le lui offrir. Donc voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment, vous pouvez les écrire, même si vous n'avez pas de questions et que vous avez juste une réaction par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous pouvez l'écrire. Il est 36 exactement. Je regarde Dafresh, on peut encore avoir 2 minutes.
La fraîche a dit non, donc il va couper très vite. Il est 36, donc dans quelques minutes. Salut Dina, Dina Koliko, on t'embrasse très très fort dans le studio. Merci Dina. Donc vous pouvez envoyer vos réactions. Je rappelle que le live peut bien sûr prendre fin, mais je réponds toujours, la plupart du temps, mais oui, toujours, à tous les commentaires et à tous les messages que je reçois. Donc on peut continuer à discuter de ça sur ma page Facebook. Et pour dernière info, ce livre, Comment développer son leadership, qui sera du coup présenté dans 2 semaines, est toujours disponible. Il nous en reste 6 ou 8 exemplaires. Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message inbox, histoire qu'on vous envoie tous les détails pour l'avoir. Comment développer son leadership. Je vais clore en embrassant très fort l'équipe de l'ambassade des États-Unis au Gabon, mais aussi l'équipe de Nouveaux Horizons qui fait partie du département d'État américain qui est vraiment très très fan de ce programme, et aussi l'équipe de la librairie Vie d'Impact Côte d'Ivoire qui s'est vraiment battue pour faire venir 67 livres au Gabon. Donc merci à toutes ces personnes et merci à l'équipe indéfectible d'Urban FM pour tout son apport. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. On se voit dans 2 semaines. D'ici là, restez couverts, portez un masque, protégez-vous et protégez les personnes que vous aimez. C'était tout.